Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Tutti Foot sur Agoursika TV, la dernière émission de l'année. Patrice, bonjour pour cette dernière émission d'une longue saison. Bonjour Jean-Baptiste. Nous allons passer en revue tous les championnats qui se sont joués ce week-end, qui se sont aussi terminés ce week-end, avec les champions et promus qui seront soit en visio, soit en plateau. On va commencer de la Régionale 3 jusqu'à la Nationale 2. La Piève va être représentée sur le plateau, tout comme le FC Borgo, champion de National 3, et aussi Furiani Agliani en National 2, qui ont été maintenus pour ce qui est des visios, le Gallia Luciana en National 3, le GFCA avec le président Louis Poggi, et en R2, le champion, qui est la réserve de la Balagne, avec l'entraîneur Philippe Ciccarini. Et on peut commencer, Patrice, par la Régionale 3. Allez, Régionale 3, et on le sait, Calenzane est champion de cette division. Pour les résultats, on a vu ce week-end, pour la dernière journée, Antizante qui a fait match nul face à la réserve de Bocconian Lupin, qui s'est largement imposé 7-0 face à la réserve d'AFA. Calenzane, lui, qui a fini par un succès 4-1 à l'extérieur face à la deuxième réserve du Gallia. Loum et Lorient ont fait match nul 3 partout, et le CB à domicile s'est incliné 2-0 face au Cap Corse, ce qui a permis, comme on l'a dit, à l'ECB de conforter sa seconde place aussi au classement. Petite parenthèse, on n'a pas eu l'occasion d'avoir que ce soit le champion ou le promu qui sont Calenzane et le CB, mais on se devra de les inviter en début d'année prochaine à la rentrée médiatique pour les débuts de championnat. Mais oui, le CB Calenzane à Patrice qui ont fait une saison remarquable en Régional 3. Calenzane invaincu, c'est à noter, et seulement 12 buts encaissés. Ouais, meilleure défense de ce championnat, c'est pas rien. Comme tu l'as dit, invaincu aussi, une différence de 51 buts avec 63 buts marqués. C'est dire la locomotive de Calenzane cette saison, et on le rappelle aussi qu'ils sont qualifiés pour cette finale du Challenge. Oui, la finale du Challenge qui va être dimanche à 17h à Corté contre Cargèse, et l'ECB qui fait une très belle saison aussi, mais qui est la deuxième défense du championnat avec 20 buts encaissés et 49 buts marqués. C'est anodin, c'est Lupin qui est quatrième, mais qui est la meilleure attaque du championnat avec 68 buts marqués, avec notamment le carton de ce week-end face à face à AFA, 7-0. Il y a eu notamment le très bon score aussi face à la réserve de Montigello, Lupin, qui a une très bonne attaque, très performante. Oui, effectivement, très performante. Et puis cette équipe de Lupin qui chaque saison joue un peu les premiers rôles dans ce haut de classement. On espère justement les voir d'ici la saison prochaine encore plus haut, et pourquoi pas aller chercher aussi le titre dans ce championnat, puisqu'on sait que Lupin a cet objectif-là de passer ce palier de la Régionale 3. Oui, l'an prochain, ça va être très intéressant. Il va y avoir sûrement une carte à jouer avec les clubs qui descendent de Régional 2. Il va y avoir un bon niveau, mais je pense que l'an prochain, ça peut être très favorable pour Lupin. Régional 2 maintenant, avec nos invités et promus. La Piève Edilote, représentée par le président Stéphane Domar. Stéphane, bonjour. Bonjour. Et Néo Mesba, entraîneur adjoint de Julien Calenzine. Néo, bonjour. Bonjour. Et on peut commencer directement par la Balagne qui se sont imposés 3-2 à Cargèse. Et on va écouter justement l'entraîneur Philippe Ciccarini qui est revenu sur la belle saison de la réserve de la Balagne et sur ce match et sur la finale qu'ils ont à jouer de Coupe de Corse. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs l'objectif prioritaire du club, que d'aller chercher cette accession en R1. Après, c'est sûr, que quand on veut pérenniser un club à ce niveau-là, il est nécessaire pour les joueurs de l'équipe première qui ont moins de temps de jeu ou qui ne sont pas retenus, d'évoluer à un niveau plus honorable, le plus haut niveau régional en tout cas. Donc oui, c'était une nécessité pour la continuité du club. Tout à fait, c'est un tout. On a eu, vous parliez de l'attaque, on a eu beaucoup de buteurs différents, donc ça c'est une grande satisfaction. On a eu des jeunes, on a eu des moins jeunes, on a eu des joueurs de National 2, on a eu des défenseurs, on a eu des milieux, enfin tout le monde a un petit peu marqué. Donc ça prouve aussi qu'on prône un jeu offensif porté vers l'avant. Après oui, concernant
Concernant la défense, on a pris un petit peu plus de buts ces 3 derniers matchs, avec un petit peu plus de rotation au niveau de l'effectif, au niveau des compositions d'équipe. Donc voilà, ça aussi c'est une grande satisfaction. Comme vous le disiez, on était à 17 buts il y a 3 matchs. Bon, on finit avec 24. Bon, c'est comme ça. C'est dommage. On aurait aimé aussi avoir cette meilleure défense, mais bon, ça fait partie du jeu. Et quand on attaque aussi, mais on s'expose aussi un petit peu et on peut prendre des buts. Après, après c'est certain que les joueurs de N2 ont joué un rôle important et aussi décisif parce que de par leur expérience, ils nous ont amené cette rigueur. Ils ont amené à ces jeunes, à cette réserve, beaucoup d'exigences et donc ça nous a permis d'aller vers l'avant tous ensemble et justement d'obtenir cet objectif. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Vous savez, quand ce dernier match, quand tout est joué, Cargès ne pouvait plus monter, nous on était déjà champions, il faisait chaud, il y avait 3 heures et quart de route. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit dans le vestiaire. On s'était dit d'essayer de ramener quelque chose, en tout cas de pas prendre de buts pour essayer de diminuer le nombre de buts encaissés. On était mal parti, on était mené 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, donc c'était très mal parti. Mais bon, les garçons ont fait preuve là aussi de beaucoup d'exigences, de rigueur, et ils ont réussi à renverser la vapeur. Et le deuxième objectif, c'était de continuer, sous cette chaleur, de continuer à préparer la finale du 29 mai, qui se jouera à 17h. Donc voilà, il faut commencer les efforts avec la chaleur, il faut commencer à les répéter, il faut commencer à s'y habituer. C'est ça. Aujourd'hui, clairement, c'en est devenu un deuxième objectif. C'est une certitude. Quand on a le bonheur de passer tous ces tours et qu'on arrive si près du but, bien évidemment, aujourd'hui, on s'est fixé le nouvel objectif de remporter la Coupe de Corse pour avoir une saison encore plus établie que celle qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc voilà. Et maintenant, on va jouer une belle équipe de Bocognane qui a fait une très belle saison, qui a un classement très honorable, qui est une belle équipe avec beaucoup de valeur. Donc maintenant c'est à nous d'essayer de nous démener pour essayer de remporter cette coupe et de ramener, comme vous l'avez dit, cette 3e coupe à la maison. Voilà, c'était Philippe Ciccarini, l'entraîneur de la réserve de la Balagne, qui ont conclu une belle saison qui n'est pas terminée avec la finale de la Coupe de Corse, Patrice. Oui, effectivement, la finale de la Coupe de Corse. Et celui à penser, ça peut être une première pour la Balagne, puisqu'il y aurait forcément peut-être un triplé qui risque d'arriver avec cette victoire, mais surtout ça pourrait être le premier club, si je ne dis pas de bêtises, qui pourrait avoir gagné la Coupe de Corse avec son équipe première et potentiellement son équipe réserve. Donc ça c'est quand même important de le préciser, parce que je crois qu'il y a le FC Calvi à l'époque a gagné 3 fois d'affilée la Coupe de Corse, si je ne dis pas de bêtises. Donc la Balagne pourrait réitérer cet exploit, mais avec son équipe première dans un premier temps et puis l'équipe réserve dans les prochains jours. On passe maintenant à la Pieve di Lota. On va le voir en image, le résumé du match contre la Costa Verde. Messieurs, vous êtes inclinés 2-0, mais quelle belle fête il y a eu à Millau ce week-end. Oui, bonjour d'abord à Tutti Foot. Oui, on s'est incliné 2-0. Bon, la Costa Verde était supérieure sur le match, bien que on a eu un ou deux face-à-face de mémoire en première mi-temps. On était toujours à 0-0. Mais après, bon, bien sûr, vous avez bien vu, on a fait la fête avant, on a fait la fête la veille, il n'y a pas eu d'entraînement de la semaine. Il nous manquait nos 2 attaquants ainsi qu'une partie du milieu de terrain. Donc on est rentré dans ce match déjà, nous on avait déjà accédé. Donc bien que la Costa Verde a fait un super match, il n'y a rien à dire. Néo, l'effectif que vous avez à disposition est un effectif de qualité, que ce soit en défense, au milieu et même en attaque. Au début de saison, c'était un peu poussif, mais la deuxième partie de saison qu'a réalisé vos joueurs, c'est quand même exceptionnel. Non, c'était surtout inespéré. C'était inespéré et on n'avait pas pour objectif de monter dès la première saison. Donc, nous, on le prend comme c'est et on va essayer un peu de faire avec en urgence, mais on va essayer un peu de compléter cette belle équipe et apporter un plus si on peut le faire. Justement, sur la fin de saison, on a vu qu'il pouvait avoir la possibilité de mettre cette cerise sur le gâteau, d'aller chercher une accession. Comment le discours qui a été tenu par le staff, par vous, président,
auprès de vos joueurs sur la dernière ligne droite pour justement accéder à ces terrains, parce qu'on sait que la Piave Vélo, c'est une équipe qui a déjà évolué pas mal d'années dans cette division, l'ancienne DH dans les années 2010 aussi, ce qui fait plaisir à voir justement de voir une équipe comme la Piave Vélo revenir sur le devant de la scène du football régional. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais tout à l'heure en off que j'ai regardé hier soir l'émission qu'on avait enregistrée avec Julien Calendigne au mois de novembre, où lui était resté plutôt on va dire, discret sur la fin de saison. Et moi, je ne vous cachais pas qu'avec le groupe qu'on avait, le staff qu'on avait restructuré et toutes les choses qu'on a mis autour de tout ça, je ne vous ai pas caché qu'à moyen terme, on avait des ambitions. Bon, les choses ont fait qu'on s'est dirigé vers la R1 un peu plus vite que prévu, mais je ne l'ai pas trop dit aux joueurs au début de saison et on va dire au milieu de saison. Mais j'avais quand même des ambitions d'y accéder assez rapidement, je ne vous le cache pas. Cette saison, Néo, c'est seulement 19 buts encaissés. Il y a beaucoup d'expérience en défense, Jean-Toussaint Matteo, comme Casanova qui est passé notamment par le GFCA. C'est justement, ça a été ça la clé pour aller chercher la promotion en Régional 1. Alors oui, il fallait se servir de ce genre de joueurs un peu d'expérience et qui ont connu un peu au-dessus. Mais voilà, il y a un travail aussi qui a été fait, il y a un travail collectif aussi qui a été mis en place avec Julien qui les connaît pour la plupart et qui les a eu en jeune. Donc voilà, il fallait un peu remettre de l'ordre et ça a été fait. Ils l'ont compris, bon, on dira à temps, parce que c'est vrai que ça nous a tendu c'était devant nous, donc on a sauté dans le wagon et on s'y est mis. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait avec l'ensemble du club, comme le dit le président, les coachs, le staff, les joueurs aussi qui se sont prêtés au jeu, et on a vu que tout le monde y participait et avec la bonne manière, quoi. Cette jeunesse aussi, parce qu'on parlait Néo, l'an prochain, vous allez vous y appuyer aussi sur cette jeunesse-là. Vous avez déjà fait un tour de voir un peu comment les catégories, je disais, qui peuvent taper à la porte des seniors, je prends l'exemple peut-être des 18, qui pourraient peut-être taper à la porte des seniors des saisons prochaines. Comment vous le voyez, vous, votre objectif sur ce Alors déjà objectif, on verra avec Julien, je parle sous toute réserve, mais on se réunit assez souvent, là en l'occurrence tous les soirs. On va déjà garder notre noyau dur qui nous a permis d'accéder à la R1, parce que déjà c'est des bons joueurs. Julien, vous l'avez dit, c'est des joueurs qui ont joué en national pendant quelques années, qui ont arrêté le foot, on le disait tout à l'heure en off, mais on va quand même rester avec ce noyau dur qu'on va essayer d'élargir un peu sur des joueurs qui ont un peu plus d'expérience pour jouer en Régional 1. Voilà, on compte beaucoup sur ces joueurs qu'on a actuellement. Après les 18, on risque d'avoir une super équipe encore meilleure que cette année. Donc on va garder un noyau dur sur les 18 qu'on va aussi élargir, et donc après on verra comment les coachs décideront. Pour finir sur cette saison 2024-2025, le tournant de la saison pour vous, ça a été la victoire face à Montijo, Cardiez et Balagne, qui à ce moment-là étaient devant vous au classement, et surtout par des scores importants. Oui, bon après, ça a été fait dans le sens où on prenait les matchs les uns après les autres, et voilà, on savait qu'en gagnant nos concurrents directs, on pouvait se retrouver dans une belle position, et après il fallait la garder jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui on est bien content, et le club est content aussi. On a vu, Stéphane, qu'à Millau, où les infrastructures sont neuves de la CAB, comment est-ce qu'on prépare la saison à venir avec de belles infrastructures? Est-ce que tout est en place pour commencer le championnat de régional? Alors tout est en place, tout n'est jamais en place, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être assez exigeant, moi particulièrement, mais c'est vrai qu'on ressent un vrai dynamisme de la part de la communauté d'agglomération, hein. Le président de la CAB, Louis Pozzolibor, pour ne pas le citer, s'est rendu sur place il y a quelques temps pour faire un peu le point avec moi sur les besoins. Donc il est à l'écoute du club, et franchement on ressent un dynamisme sportif de la part de la CAB. On a les infrastructures neuves, on a nos locaux. On vous invitera d'ailleurs avec plaisir. On a nos locaux neufs, nos bureaux, et franchement, c'est top. Et justement, on a parlé des infrastructures. Est-ce qu'au niveau de l'organigramme, ça va évoluer en interne, ou est-ce qu'on reste
ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors l'organigramme va évoluer à la marge, hein, donc l'organigramme va être à 90% renouvelé en l'état, même si les choses peuvent bouger à quelque chose près. Donc Julien Calandine, il gardera bien sûr l'équipe première, hein. Cette année, j'ai tenu à ce que ce soit Néo Mesbah qui le rejoigne, hein. De par son passé, de par son expérience, de par sa gentillesse, sa sympathie. Donc il est rentré dans le groupe assez rapidement et il s'y est fait comme les choses devaient se faire. Donc ça se passe super bien. Il y a Christophe Orsigne, que je vous ai déjà dit, qui reste responsable du football à 11. Bon, Rémi Arnoux, sans lequel le club ne pourrait pas exister, hein. Rémi Arnoux qui est directeur sportif, donc c'est lui qui gère tout ce qui est sport. Et après, en cascade, ça ne va pas changer beaucoup. Il y a Sébastien Louzetti qui était en U11 cette année, qui va récupérer les U18. Voilà, c'est un peu le changement qu'il va y avoir sur la nouvelle saison. Est-ce qu'on peut voir dès l'an prochain ou alors dans les années à venir le retour d'une réserve en R4 ou c'est pas dans les projets? Alors on en parle un peu, mais je l'ai connu la R4 l'an dernier à la Piave d'Ilote et ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Donc on va continuer à se structurer un peu plus et puis pourquoi pas si l'an prochain on étoffe un peu, on commence à étoffer un peu le groupe, pourquoi pas refaire une réserve. Mais d'abord il faut impérativement qu'on puisse être sérieux et structuré en Régional 1 parce que je vous avoue que la Piave d'Ilote en Régional 1, ça équivaut au Sporting en Ligue 2. Je veux dire, si vous comparez, c'est un club de village qui commence à grandir, mais il ne faut pas non plus franchir les étapes. Il faut rester assez sérieux, la tête sur les épaules. Et une R1, ça va être quand même compliqué pour la Piave, même si on se sent prêt, hein. Puis Stéphane, l'ambition et aussi Néo, les ambitions du club pour les saisons à venir, que ce soit en senior ou alors en jeune, quels sont un peu les objectifs à court, moyen et potentiellement long terme? Alors il faut surtout pas le fait qu'on accède à l'élite régionale, il faut surtout pas qu'on oublie nos enfants parce que je tiens beaucoup, comme je l'ai déjà indiqué, à ce que le club parte du bas vraiment au fond. Donc cette année, sous l'impulsion l'année dernière d'Olivier Capour qui avait récupéré les babies et ça a été une réussite, on a amplifié un peu l'exploit avec Jean-Toussaint Mattéoli qui en plus de jouer en Régional 2 s'occupait des enfants. Il y avait le sien aussi dans l'équipe. Donc ça part vraiment du bas et ça j'y tiens beaucoup pour amener ces enfants-là en école de foot. On a une école de foot très compétitive avec Juan Ismail qui est le référent de l'école de foot, qui est très impliqué, et ainsi de suite par la suite pour finir en U13, pour faire un peu l'accomplissement du football à 8 et pour envoyer ses enfants en U14, U15 et ainsi de suite. Mais il faut impérativement, et ça c'est l'objectif de la Piève, même si on a des ambitions encore au-dessus, pourquoi pas, il faut impérativement qu'on garde cette base de nos enfants parce que j'y tiens beaucoup et c'est ça la base d'un club bien géré. Messieurs, merci d'avoir pris part à cette partie d'émission sur la Régionale 2. Merci à vous. Et on vous souhaite tout le meilleur pour l'an prochain en Régional 1 et on vous suivra de très près. Avec plaisir. Merci. Nous voilà en Régional 1 maintenant. Brice nous a rejoint pour cette partie d'émission et aussi pour la Nationale 3 groupe D avec Borgo, mais ça c'est dans un second temps. Bonjour Brice. Bonjour Jean-Baptiste. On va écouter Louis Poggi, le président du GFCA, qui est revenu sur la saison en Régional 1 et sur les perspectives d'avenir du gaz pour l'année prochaine en National 3. Alors bonjour, oui, écoutez, on a pris la famille GFCA parce que c'est pas reprendre un club, c'est une famille. Moi aujourd'hui, j'ai rien repris, je fais la continuité de ce que j'ai pu connaître depuis une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, la saison s'est bien passée. On a franchi quelques étapes, même si pour se remémorer ce qui s'est passé il y a 2 ans et c'était pas simple. Et aujourd'hui, on profite et on savoure ces moments. Exactement, nous on va s'atteler à garder le noyau dur et si on pouvait garder tout le monde, je pense qu'on le ferait. Après, à un moment donné, le football, malheureusement, c'est des choix, c'est des choses à des joueurs peut-être à faire arrêter ou quoi que ce soit, mais l'idée c'est de garder une grosse ossature et de faire le meilleur championnat possible. Oui, comme quand on s'attelle à dire que c'est le maintien d'objectif et puis après on verra ce qu'on pourra faire. Exactement, bon, le GFCA, je vais pas faire le dessin à tout le monde. C'est le club qui m'a tout donné, c'est le club qui m'a permis d'être professionnel. Donc aujourd'hui, je me devais de faire ça. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu un passage qui m'a marqué au Sporting, bien sûr, hein, parce que ça a été une reconstruction pareille d'un club
qui à un moment donné était dans la difficulté. Donc ça s'est bien passé. Le club a reconnaît le monde professionnel. Donc tant mieux pour tout le monde et j'espère qu'on aura la même issue nous aussi au Gazélec, puisque voilà, on va pas le. Je pense que tout le monde le sait que c'est mon club de cœur, c'est le club où j'ai appris beaucoup de choses, c'est le club où j'ai appris beaucoup de trucs et voilà quoi. Alors écoutez, nous, comme vous pouvez le savoir, on fait des vœux. Après, ça reste que des vœux. Nous, on prendra ce qui viendra. Aujourd'hui, on est content d'être en National 3. On va essayer de figurer dans peu importe la poule le mieux possible dans ce championnat-là. Et puis, premier objectif, ça sera de se maintenir dans cette division et puis après essayer de faire le meilleur championnat possible. Voilà, on vient d'entendre les mots de Louis Poggi, un beau symbole d'un GFCA qui a réalisé une très belle saison, il faut le dire. Le club ajaxien qui termine avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat et une seule défaite au compteur, une vraie démonstration de force pour cette année. Oui, comme tu l'as dit Brice, le GFCA qui poursuit sa belle série de montées puisqu'ils sont montés l'an dernier de Régional 2. Ils étaient champions aussi. On espère l'an prochain qu'ils réitèrent l'opération en National 3, même si c'est un niveau tout autre, puisque ce n'est plus au niveau régional. Dans un second temps, on va voir les images de Porto Vecchio contre le FJEB, un match fou qui a eu lieu au complexe du Prunello entre Porto Vecchio et l'FJEB. 6-4, une ouverture du score de l'AS Porto Vecchio, puis ils ont doublé la mise avant la mi-temps, mais l'FJEB n'a pas abdiqué et sont revenus au score sur ce match. Porto Vecchio qui finit quand même à une 5e place très honorable à 53 points, à 4 points d'Ecce Casuarella qui était longtemps second du championnat, et l'FJEB qui est maintenu en étant 9e de Régional 1. Porto Vecchio, on le voit, qui n'ont pas lâché, qui mettent le but du 3-2. C'est une équipe qui a été remaniée, un changement d'entraîneur. Jérôme Andréani maintenant est à la baguette de l'équipe. Il nous avait fait part des ambitions du club, d'abord pérenniser le club en Régional 1, puis ensuite aller chercher peut-être la National 3 plus tard, parce qu'ils ont les infrastructures pour. C'est le même exemple que Borgo, un très beau complexe, de très belles infrastructures pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour la suite de l'avenir, et aussi le projet d'amener au plus haut l'équipe réserve qui est en R3 l'an prochain, qui a été championne de R4. C'est à souligner et à féliciter pour le club de Porto Vecchio qui finit très bien la saison et qui oscillait tout au long de l'année avec les dernières places. Mais bon, ils sont 5e maintenant. Et pour clôturer maintenant ce chapitre sur la Régional 1, malgré sa victoire, la réserve de Borgo qui est reléguée en R2, tout comme la réserve de Furiani, battue 3-1 à Boccognano. Enfin, concernant la lanterne rouge de cette année, Ghisonacci, on en parlait tout à l'heure, le club a conclu sa saison par une lourde défaite, 4-0 face au GFCA. Et pour terminer, pour parler un peu des autres équipes qui ont joué, Basilicaccia s'est incliné chez eux face à AFA 4-3, match nul entre la Kazinka et Ecce Casuarella. Pour le classement, l'Asvar qui avait mal débuté le championnat, mais qui finit tout de même à la 2e marche du podium. Boccognano, qui est finaliste aussi de Coupe de Corse, on le rappelle, contre la réserve de la Balagne, a fini 3e. Ecce Casuarella, la bonne surprise, qui est promu de Régional 2, qui a fini 2e l'an dernier. Et pour le top 5, on l'a dit, c'est Porto Vecchio et la Kazinka et Basilicaccia qui sont 6e et 7e. National 3 maintenant, groupe D avec le FC Borgo. Et Brice qui a changé de place pour cette partie d'émission avec nos invités du FC Borgo qui sont Jean-Charles Giovacchini, entraîneur des gardiens, Gary Koulibaly, entraîneur adjoint. Bonjour. Et l'entraîneur principal qui est Adrien Rossini. Bonjour. Avant de parler du FC Borgo, on va énumérer les classements et les résultats. La réserve de l'AS Ajaccio s'est inclinée 2-1 face à la réserve du Stade Malherbe de Caen. Et la réserve du Sporting s'est imposée de 3-0 face à Alençon. La réserve de l'ACA est 4e et la réserve du Sporting est 8e.
Et messieurs, on va le voir en image, vous vous êtes imposé contre l'INAS Montlhéry 4 buts à 1. C'était une belle façon de finir ce championnat et de faire une belle fête à Borgo avec tous les jeunes du club et tous les supporters. Oui, effectivement, on a fini la saison en beauté. On marque 4 buts, on a produit un bon jeu, le contenu était là, donc voilà, tout a été réuni pour qu'on fasse la fête et qu'on célèbre avec notre public. Gary, vous êtes arrivé sur le banc de Borgo cet été. On connaît votre passé en tant que joueur pro au Sporting, Istres, Monaco, l'AS Ajaccio, Laval, pour ne citer que les clubs nationaux. Votre objectif sur le banc de Borgo était d'insuffler votre expérience au groupe que vous avez? Oui, comme on l'a toujours dit, on a démarré la saison de façon un peu poussive, on ne savait pas trop où on allait. Et après, le temps de qu'Adri arrive avec nous, Jean-Charles était déjà là depuis le départ, c'était une volonté. Et on a su tous les trois vraiment trouver nos marques, chacun à sa place sur le terrain. Et on a fait une saison vraiment exceptionnelle, il faut le souligner, avec des moyens assez restreints. Et c'est une grande fierté pour nous d'avoir pu vivre une saison comme ça. Adrien, vous êtes officiellement champion depuis quelques semaines. Vous nous l'aviez confié il y a de cela quelques émissions. L'objectif de départ, c'était bien sûr le maintien. Finalement, vous terminez largement en tête. Est-ce que c'est selon vous la meilleure manière de relancer bien sûr le groupe et l'esprit du FC Borgo avant de retrouver justement la N2? Oui, c'est une saison qui est remarquable. On a su insuffler à nous trois et avec toutes les personnes qui nous entourent un nouvel esprit, un nouvel allant, et puis on a réuni, on a fédéré. Notre volonté à nous, c'est de travailler ensemble de manière commune et de regrouper toutes les forces vives du club, et ça a marché cette année, donc tant mieux. On va continuer dans le même état d'esprit avec la volonté de bien représenter nos couleurs sur tous les terrains de France. Alors je me tourne à présent vers Jean-Charles. La défense du FC Borgo est la meilleure de la poule avec seulement 23 buts encaissés. C'est même la 6e meilleure défense, toute poule confondue, en N3. Est-ce que cette solidité défensive, c'est le fruit finalement d'un travail spécifique mené justement avec vos gardiens et d'une cohésion globale autour de ce secteur? On a su travailler au départ avec Adri et Gary. On a instauré une façon de travailler qui a pris. Moi, je me suis tourné plus vers les gardiens. Après, on travaillait ensemble sur le groupe. Les gars ont tiré, les matchs sont enchaînés, les victoires sont enchaînées. On a eu un peu la baraka, on va dire, avec Enzo Garrido qui a été en état de grâce cette année. Ça fait que derrière, les gars ont voulu continuer sur ce truc-là. Ça a bien marché. Ah, le résultat était là, effectivement. L'an prochain, c'est la N2. Adrien, vous nous le confiez aussi il y a de ça quelques émissions que l'effectif était restreint. On se doute qu'il va y avoir un recrutement aussi, un entretien avec le groupe actuel. Il va falloir étoffer le groupe pour l'an prochain parce qu'on sait que le niveau qu'est la Nationale 2, il y a des clubs qui ont des moyens importants et avoir un panel de joueurs assez important sera la clé aussi pour se maintenir l'an prochain. Oui, il va falloir être intelligent sur le recrutement. On est en train de recevoir nos joueurs. On réfléchit sur comment construire un nouveau groupe, mais l'idée, elle est de rester dans la continuité, de garder, de faire confiance aux garçons qui sont allés chercher cette accession. Donc, on va discuter avec nos dirigeants et nos joueurs pour essayer de construire un effectif compétitif et qui sera toujours, je ne vais pas dire restreint, mais qui sera pas, le nombre ne sera pas énorme. Pour parler un peu infrastructure à Borgo, messieurs, on a tout ce qu'il faut pour être en National 2. Question homologation, etc. Il n'y a pas de point à souligner. Non, pas qu'on sache, parce que le club était dans des divisions au-dessus. Donc, au niveau des infrastructures, on n'a pas de soucis. On a vraiment un super complexe pour bien travailler. Les joueurs en sont conscients aussi, c'est ce qui est une force pour nous, et comme l'a dit Adri, pour recruter peut-être des joueurs, ça va pencher dans la balance d'avoir des infrastructures de cette qualité-là. Donc maintenant, à nous de travailler en amont avec nos présidents pour essayer de faire un groupe et des recrues compétitives. Justement, toutes ces infrastructures, ça permet de bien travailler, de bien préparer la saison avec les joueurs, de bien avancer au cours de la saison. Ça permet
aux joueurs de bien se sentir encadrés et d'avoir des infrastructures qu'on connaît à Borgo qui sont une des meilleures de Corse. Oui, c'est certain. Après, de toute façon, dès le départ, on a instauré un fonctionnement qui se rapproche d'un fonctionnement professionnel. On avait insisté là-dessus, c'était une volonté pour nous. Et force est de constater qu'on n'a pas eu trop de retours négatifs non plus. Et les joueurs aussi sont conscients que cette année en N3, ils avaient quand même une infrastructure de très grande qualité. Gary, l'objectif principal en National 2, on le sait, ce sera bien sûr le maintien tout d'abord, mais on imagine aussi que le groupe va évoluer cet été. Est-ce que vous avez déjà prévu de renforcer un effectif, peut-être avec même des recrues ciblées? Pour l'instant, pas forcément. Là, on va plus s'attacher à recevoir les joueurs, ceux qu'on veut garder. Et bien évidemment qu'on a en tête certains noms, certains joueurs, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Forcément, on monte de division, donc il y aura une exigence accrue. Et on aura besoin de beaucoup plus de qualité pour exister, c'est une certitude. Puis aussi, Jean-Charles, ce qui est important aussi, c'est de garder une ossature avec qui le FC Borgo a été champion, l'identité qu'il y a avec les joueurs corses qui sont présents et aussi les joueurs qui sont venus du continent pour justement insuffler la mentalité du FC Borgo. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà ramener du monde au stade et avoir un état d'esprit irréprochable. Je pense qu'on a été aussi assez fair-play dans la saison. Voilà, c'est d'avoir des jeunes de chez nous. On a su galvaniser certains gars qui, dans les deux petits jeunes qui sont montés avec nous, le petit Gaël Santini, on a fait participer pas mal de jeunes. Aujourd'hui, c'est de concerner et de tous ces petits-là, on va dire. Justement, les jeunes, ça fait partie aussi du projet. Les faire adhérer au groupe senior, que ce soit avec l'équipe réserve ou avec vous. C'est comment on travaille justement avec ces jeunes. On les fait d'abord passer une étape avec la réserve, puis ensuite, on espère qu'ils intègrent le groupe premier. On travaille surtout avec les éducateurs qui font partie du club. Alors, on avait Stéphane Pimentel et Olivier Casanova qui font un excellent travail avec les U18. Donc on est en échange permanent avec les différents éducateurs, U16, U18, qui travaillent aussi avec la réserve. Donc on a un œil sur eux, on se fie aussi aux éducateurs de ces catégories-là. Et puis quand le moment est venu, on les intègre sur nos séances d'entraînement. Et comme le disait Jean-Charles, quand ils sont prêts, ils intègrent même le groupe et ont du temps de jeu en championnat. Pour faire une synthèse globale, messieurs, comment vous avez jugé cette saison, cette poule de National 3, qui au début un peu poussif le début de saison? Comment jugez-vous le niveau des équipes et avec les deux réserves des clubs pro que sont l'ACA et le Sporting qui sont chez nous? C'est une poule très homogène qui produit un jeu différent de certaines poules qu'on connaît en National 3. C'est un jeu qui est assez ouvert, un football qui est intéressant, beaucoup plus technique, peut-être un peu moins physique. On a vu que les réserves du Sporting et de l'ACA, même si le résultat n'est pas leur premier objectif, étaient des équipes capables de produire un des meilleurs footballs. Après, ils ont des effectifs jeunes, donc ils ont travaillé différemment, mais il y a quelques équipes de la région parisienne qui ont un jeu stéréotypé, des équipes normandes qui produisent un jeu plus technique, et nous, ça nous a très bien convenu, puisqu'on avait une philosophie, un projet de jeu qui s'orientait dans la possession de balle et la maîtrise du jeu, et ça nous a permis de tirer notre épingle du jeu. Messieurs, merci d'avoir pris part à ce passage sur la National 3 sur le groupe D. On va maintenant passer sur l'autre groupe de National 3 avec le club corse et le Gallia Luciana qui va être représenté pour le groupe J. Merci messieurs. Merci à vous. Toujours en National 3 mais en groupe J cette fois-ci. Carton plein pour les clubs corses, mais deux des clubs corses descendent. Le Sud s'est imposé à Fos 4-0. Et Corté s'est imposé 6-2 face à Aigues-Mortes. Les résultats sont positifs, mais c'est trop tard, Patrice, pour être maintenu en National 3. Non, la seule satisfaction, je dirais, c'est que Corté ne finit pas dernier.
de cette poule. Le Sud aussi a relevé cette tête, je dirais, dans le fond de classement. Et le Gallia, lui, qui était déjà maintenu, a conforté sa victoire à domicile face à Agde. C'est vrai que c'est trop tard pour le Sud écorté, mais c'est bien d'avoir quand même gagné lors de cette dernière journée. Oui, ça fait finir sur une note positive pour ces deux clubs qui vont être relégués. On imagine certainement qu'ils vont vouloir rejouer la montée l'an prochain. Ils vont évoluer en Régional 1. Ça va être un très très beau championnat de Régional 1 avec aussi la Balagne qui a été promue et la Piève. Ça va être intéressant à suivre l'an prochain dans l'élite du football corse. Oui, effectivement, ça va être intéressant. Après, c'est bien aussi de voir le petit profil du Gallia Luciane qui, l'année dernière aussi, avait fini dans ce top 10, je dirais, dans ce top 8 même de ce championnat. Cette année, c'est la même chose. On continue à construire, on continue à avoir ces objectifs aussi du côté de Luciane, avec aussi le parcours qu'ils ont fait en Coupe de France. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi, cette saison. C'est vrai que ce championnat de National 3 est toujours relevé. Effectivement, l'an prochain, on pourra compter peut-être sur le GFCA. Je ne sais pas s'ils vont basculer dans le groupe J, le GFCA, mais en tout cas, il va y avoir quand même encore des représentants corse en national. Oui, et l'an prochain, il va y avoir 4 clubs représentés en National 3 contre 6 cette année suite aux 2 descentes de Corté et le Sud et la promotion du GFCA, bien entendu. Et avant de conclure sur la National 3 Groupe J, on va écouter Steven Inserio, l'entraîneur du Gallia Luciane, qui s'est exprimé sur cette fin de saison et sur aussi les parcours qu'ont fait le Gallia Luciane, que ce soit en Coupe de Corse et en Coupe de France. Alors on a fait une saison un petit peu à 2 visages et à 2 vitesses. On a fait 5 premiers mois vraiment très intéressants, sachant qu'on part sur un nouveau cycle, un nouveau projet de jeu, avec cette qualification historique pour les 64e de Coupe de France pour le club. On arrive en janvier, on est à 6 points du premier quand on se déplace là-bas. Il y a eu un début de saison vraiment très intéressant avec le projet qui a été adopté par les joueurs très rapidement. Et après, une deuxième partie de saison, un peu plus dans la difficulté, beaucoup de fatigue, beaucoup de suspensions, beaucoup de blessures, avec notamment les 2 croisés de Lisa et de Joseph, qui nous ont mis un peu en difficulté. Bon, après, ça a permis de faire jouer un petit peu nos jeunes, de leur donner un petit peu de temps de jeu. On est aussi dans l'apprentissage par rapport à ça. Et du coup, on arrive à se maintenir à 1 mois et demi de la fin de saison. Après, je dirais que le petit point noir de la saison, c'est la Coupe de Corse où je pense qu'on aurait dû aller au bout. Mais voilà, encore une fois de plus, c'est une saison globalement très satisfaisante. Déjà en quart contre la Casing, ça a été difficile. On n'a pas réussi à gagner dans les 90 minutes. Je pense de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique et aussi beaucoup de joueurs cadres qui étaient absents pour différentes raisons. Et je pense que les jeunes, ça leur a permis aussi de goûter à ce genre d'enjeu. Mais je pense qu'on a manqué de qualité à cette période pour pouvoir se qualifier et passer ces matchs qui sont quand même des matchs difficiles avec beaucoup d'engagement. Il nous a manqué un petit peu beaucoup d'ingrédients pour pouvoir passer, même si contre Casing on gagne au penalty et contre Bocco on perd au penalty. Mais globalement, il nous a manqué un petit peu d'ingrédients et un petit peu de fraîcheur pour remporter ce match-là contre Bocco. On est en train de voir, là, cette année, on a joué les 3 compétitions à fond. Comme je vous l'ai dit, ça a fait un peu de casse. Les joueurs travaillent beaucoup. J'ai 95% de l'effectif qui bosse. Et jouer 3 compétitions sur toute la saison, c'est lourd. Donc on est en train de voir, peut-être changer un petit peu de physionomie sur la Coupe de Corse, garder bien évidemment la Coupe de France pour le groupe N3, pardon. Mais on est en train d'étudier ça, on va voir. Quoi qu'il en soit, même si c'est la réserve qui prendra en charge la Coupe de Corse, on ira quand même essayer de jouer le coup à fond. Oui, complètement, hein. Jérôme, on est arrivé en même temps au club il y a 6 ans déjà. Là, comme je l'ai dit, c'est un personnage extraordinaire. Il a énormément apporté par son expérience, par son vécu. C'est un leader. Il prend la parole dans le vestiaire. Il est respecté de tous et il a apporté un bien fou dans le développement du club. Et aujourd'hui, c'est une page qui se tourne et il va nous manquer et il va manquer au football corse aussi. C'est que du bonheur. C'est que du plus. Et pour les jeunes, c'est un modèle d'état d'esprit. C'est un professionnel dans l'âme. C'est le premier à arriver à l'entraînement, c'est le dernier à partir. Après, il nous a énormément apporté, que ce soit humainement ou sportivement.
Voilà, que dire de sa longévité. Il a 40 ans, il a atteint la barre des 500. Je pense que c'est pas fini. Il a encore envie de continuer l'aventure. Donc oui, c'est un gros plus pour nous. Ouais, voilà, on va continuer à travailler. Cette année, on finit 7e. L'année prochaine, on va essayer de viser le top 5. On est en train de finaliser l'effectif. On va garder normalement 90% de l'ossature. On va apporter quelques ajustements à des postes clés. Ensuite, voilà, cette année, on avait mis en place une passerelle entre la R2 et la N3. On a vu que ça nous a servi sur la fin de saison, sur les périodes de coupe. Après, continuer en R2 à travailler, à exister dans ce championnat. On a loupé de pas grand-chose la montée en R1 et en R3, on se stabilise avec des jeunes de la commune. Donc ça permet aussi aux 18 ans de pouvoir s'aguerrir sur les seniors. Donc c'est vraiment une plus-value de pouvoir avoir 3 équipes seniors dans le club. Voilà, c'était Steven Inserio qui est revenu sur la saison qu'a réalisé le Gallia, que ce soit en championnat, en Coupe de France, mais aussi en Coupe de Corse, et aussi sur un joueur qui a tiré sa révérence, Jérôme Sonera, et aussi l'expérience. Anthony Robic, 500e match en carrière. Patrice, on connaît la qualité d'Anthony Robic et il a envie de continuer, de poursuivre, même à 40 ans. Ouais, effectivement. Puis c'est aussi la force du Gallia d'attirer des joueurs d'expérience, comme Jérôme Sonera, comme tu as dit, qui a tiré sa révérence. C'est surtout Anthony Robic. On connaît la carrière d'Anthony Robic, qui a été champion de Ligue 2 avec Nancy, qui est passé par Laval, qui est passé... il n'y a pas si longtemps que ça au Sporting Club de Bastia. C'est vrai que le Gallia a cette particularité d'attirer cette expérience au service de la jeunesse aussi. C'est ça qui est important et c'est ce qui fait aussi le bon mélange pour cette équipe, pour cet effectif du Gallia Luciana. Oui, il le disait l'entraîneur, hein, c'était l'objectif l'an prochain, ça va être de garder le noyau dur avec ce qui a été fait cette saison, tous les joueurs insulaires et aussi les joueurs venus d'ailleurs. Le Gallia Luciana a de beaux jours devant lui, que ce soit en National 3, en R2 et aussi en R3 parce qu'ils ont 3 équipes seniors, c'est les seuls de Corse à faire ça. Ils sont bien représentés, en tout cas, sur le giron régional, je dirais. Cette équipe du Gallia, ça prouve aussi que ce club est attractif. Voilà, ça le prouve aussi. Très, très attractif et avec les belles infrastructures qui suivent au complexe Charles Galetti. Voilà pour la dernière partie de l'émission pour la Nationale 2 Groupe C avec notre invité Romain Paturel, entraîneur de l'AS Foriani Agliani. Romain, bonjour. Bonjour. On va passer en revue cette Nationale 2 pour terminer pour la dernière partie de l'émission Tutti Foot avec la victoire coach face à Thionville. C'est la belle manière de terminer ce championnat en finissant en 8e. Écoute, on a fini par vraiment une très très bonne prestation à l'extérieur du côté de Thionville. Enfin, c'est une équipe de très grande qualité avec beaucoup de bons joueurs. Et, bon, c'est une équipe qui nous a finalement plutôt bien réussi. À l'aller et au retour, on les a battus 2 fois, même si à l'aller il y avait eu les conséquences qu'on a connues par la suite. Mais sur le terrain, en tout cas, on a fait vraiment une prestation de très grande qualité en étant à la fois très bon avec le ballon, sans, et puis on a su être efficace et ramener 3 points de ce dernier déplacement. Justement, les conséquences au match aller, on sait que Fouriane, s'il n'y avait pas eu ces conséquences-là, aurait pu être plus haut au niveau du classement. Ça reste une très bonne saison quand même pour vous, la première année à la tête, je dirais, de l'équipe. Vous avez su construire aussi une équipe très compétitive pour justement aller chercher ce maintien. Alors oui, je trouve que la saison est satisfaisante sportivement. On finit 4e, hein, si on prend ce qui s'est passé sur le terrain. On finit devant Thionville avec 46 points. Je pense qu'en plus l'impact malgré tout mental qu'on a eu sur l'équipe à l'issue de cette décision de perte de 5 points a été quand même assez important. Il a fallu trouver les leviers pour se relever de ça. On avait un effectif de qualité, là je te rejoins, et le staff avait vraiment très bien travaillé sur mai et juin l'année dernière pour constituer une équipe vraiment compétitive. Et je pense que sans ces 5 points-là, on aurait pu faire nettement mieux que ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir en l'avenir et en la saison qui arrive, mais le maintien était très logique sur la saison. À un moment donné, on a été dans une situation un peu périlleuse, mais les contenus ont toujours été très intéressants et au bout d'un moment, ça nous a permis d'engranger des points et de remettre une dynamique positive. Au final, on finit avec 41 points et c'est un très bon championnat pour une première saison.
On sait que la Nationale 2 s'est relevée comme division française. Quelle synthèse pouvez-vous faire de cette poule avec notamment comme club corse le FC Balagne. Quelle synthèse vous pouvez faire globalement de la saison? Déjà, c'était l'année où le championnat national 2 était le plus relevé. C'était jamais arrivé qu'il n'y ait que 3 poules de ces équipes à ce niveau-là. Donc, c'est de plus en plus dur. On voit qu'en national, il y a de plus en plus d'anciens pensionnaires de Ligue 1 avec un statut professionnel, des stades de grande qualité. Donc, forcément, les équipes qui étaient en national avant, on se retrouve en National 2 et on se retrouve avec un championnat vraiment de très grande qualité. Il y a de très bons joueurs, des entraîneurs qui travaillent très bien. Donc c'est d'autant plus valorisant pour nous par rapport à la performance qu'on a réalisée. On sait que la saison qui arrive, il y aura des adversaires encore de grande qualité. On sait que nous, on aura une équipe très compétitive aussi. Et ça va faire encore un championnat très intéressant. En tout cas, ça a été un championnat palpitant et très intéressant. La Balagne a fait vraiment un très très bon championnat et ils sont vraiment à féliciter. Ils ont eu un parcours sur la première phase de grande qualité. C'était un petit peu plus dur, mais comme nous, à un moment donné, sur la phase retour. Et puis ils ont su bien finir. Donc voilà, on a notre place, ces deux équipes-là, dans ce championnat-là, pour bien figurer. Et je leur souhaite, comme à nous, de faire un bon championnat l'année prochaine. Il est important dans ce niveau de compétition, comme vous l'avez dit, parce que c'est très relevé, d'avoir des représentants corses à ce niveau-là. En parlant de qualité d'effectif, on sait que vous avez entretenu là récemment avec vos joueurs avant qu'ils partent en vacances. Vous avez pu travailler, même si c'est vrai que vous étiez focus sur le maintien, vous avez pu travailler aussi pour la saison prochaine sur certains profils de certains joueurs, en fonction bien sûr des départs de joueurs en prêt notamment, qui étaient dans votre effectif. Oui, c'est chaque année, hein, à partir de octobre, novembre, vous commencez à regarder ce qui peut se passer, les joueurs qui peuvent vous intéresser pour la suite. Et puis au fur et à mesure, vous aiguisez un peu ça par rapport aux besoins que vous allez avoir, vraisemblablement. Et donc voilà, à la fois le directeur sportif, le staff, on a commencé à travailler là-dessus en amont de la fin de saison. Donc maintenant, on se retrouve au moment où il va falloir prendre des décisions. Donc comme tu dis, on a vu tous nos joueurs. Moi, la volonté, je suis convaincu que pour réussir dans la saison prochaine, il faut qu'on s'appuie sur l'effectif qu'on avait cette année. Donc l'idée, c'est d'en renouveler 70% à minima et de pouvoir continuer de travailler avec ce socle qu'on a bâti cette année. Et puis d'amener une plus-value avec les joueurs qu'on aura ciblés, les postes sur lesquels on souhaite se renforcer. Venir aussi ajouter des bons joueurs par rapport au départ que tu as dit, des prêts, éventuellement en retrouver pour l'année prochaine, parce qu'on sait que ça sera un objectif pour nous aussi. Donc voilà, on est dans les temps pour préparer la saison à venir. On aura un effectif de qualité, il se construit, on y travaille tous les jours et ça a plutôt très bien démarré pour nous. Donc on est très satisfaits, les joueurs ont confiance en le projet. Donc voilà, c'est facilitant pour les garder et ensuite pouvoir renforcer notre effectif. Cette saison, on a vu que dans votre poule, il n'y avait pas d'équipe réserve, d'équipe évoluant dans les championnats au-dessus. Est-ce que ça joue justement dans la balance quand il n'y a pas d'équipe réserve dans votre poule? Alors je crois que ça fait quelques années maintenant qu'il y a de moins en moins d'équipes réserves dans ce championnat national 2, ce qui veut dire que ce championnat est de plus en plus relevé, parce qu'avant vous aviez toutes les réserves d'équipes de Ligue 1. Maintenant elles sont en national 3 pour la plupart, voire en R1 pour certaines. Oui. Donc c'est pas perturbant, voilà, c'était toujours agréable d'aller jouer contre le PSG, d'aller jouer, voilà, ça avait une petite renommée, mais quand vous jouez des adversaires comme Chambly, qui ont un passé en Ligue 2 assez récent, des villes comme Ouascal, ou d'autres sur Paris, Fleury, et j'en passe et j'en oublie, mais vous avez vraiment de la qualité dans ce championnat, et le fait qu'il n'y ait pas de réserve n'est pas un problème, non. Vous êtes dans le groupe C de cette Nationale 2, il y a une possibilité que Fouriane puisse changer de groupe la saison prochaine, ou c'est acté dans le même groupe? Alors là, tu me poses une question à laquelle j'aurai pas de réponse. Je n'en ai pas la moindre idée. Moi, je sais qu'on sera dans un groupe, parce qu'on l'a mérité, maintenant lequel, et peu importe, à la rigueur, voilà, ça je sais pas. Pour finir sur le club, quand même le petit point noir de la saison, c'est la réserve qui descend en R2. Est-ce que ça modifie votre façon de travailler avec la réserve, ou il y aura toujours des passerelles qui seront faites entre la N2 et la Régionale 2? Oui, c'est une déception, bien évidemment, parce que quand on a engagé cette équipe et le staff s'est engagé dans ce championnat-là, c'était pour bien évidemment bien figurer avec la réserve.
Ça s'est joué à pas grand chose à mon sens pour qu'on réussisse à basculer du bon côté à un moment donné. On a eu un peu de malchance, on a fait de grosses erreurs aussi par moment, mais l'investissement a été plutôt bon sur une quasi-totalité de saison, donc ça aurait dû nous permettre de nous sauver. Le fait est que quand vous finissez relégable et que vous descendez, c'est qu'à un moment donné, vous avez mérité de ce qui vous arrive. On va arriver en R2 avec l'ambition de bien figurer et de pourquoi pas remonter et réaccéder le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, entre essayer et y arriver, il y a toutes les autres équipes qui vont vouloir faire pareil que nous. Donc, mais c'est pas, voilà, il y a des cycles. Parfois, vous allez vous maintenir, vous savez pas trop comment. Parfois, vous descendez et parfois, on remontera. Mais voilà, c'est une déception. Et on va continuer de travailler avec cette équipe, bien sûr, entre la N2 et la R2 sur la saison prochaine. Pour finir sur le championnat de National 2, on a eu en interview visio Nicolas Huisman, l'entraîneur du FC Balagne, qui est revenu sur la saison notamment du FC Balagne et sur le carton ce week-end face à Aubervilliers 8-2. On écoute le coach de la Balagne. Oui, bonjour à vous. Oui, c'est vrai qu'on a, après le titre de champion de l'N3 l'année dernière, la montée, la saison extraordinaire qu'on a vécue, on a également vécu une belle saison cette année. Un bon début de saison, sportivement jusqu'à la trêve où on était vraiment bien. On a eu un petit creux à partir de février où on a eu un peu plus de mal à faire des résultats à domicile et notamment à l'extérieur où on a eu un petit peu plus de difficultés à enchaîner les résultats pour bien finir cette fin de saison. Donc ouais, ce fut une belle année où on a scoré énormément de fois. On a fini meilleure attaque et deuxième meilleure attaque de tous les groupes de N2 confondus. Donc effectivement, ça a été une année, une belle année avec ce groupe. Oui, c'est vrai que sur le plan offensif cette année, ça a été carton plein. Ça a été carton plein à domicile. On a fini meilleure équipe à domicile du championnat. On a les deux meilleurs co-buteurs du championnat avec Khalil Ganoun à 15 ou 16 buts et Mohamed Fernandez à 13 buts. Voilà, je pense que voilà, c'est une belle année. Elle peut être encore plus jolie si c'est une belle année collective aussi. C'est une belle année du club en général parce que la N2 elle monte la R2 elle monte en R1. On est en finale de Coupe de Corse contre Bocognane, donc c'est un club, le FC Balagne, c'est pas juste la N2 pardon, c'est vraiment un club et c'est un club qui depuis 3 ans, enfin moi depuis que je suis arrivé, on a fait vraiment des belles années. C'est un club qui l'année d'avant que je vienne est monté de R1 en N3. Non, c'est bien ce qui se fait au FC Balagne, c'est bien. Oui, c'est important dans un projet club. Maintenant, il faut à tout prix ce qui est important dans un club comme le FC Balagne et notamment en Balagne où on n'est pas sur Ajaccio, on n'est pas sur Bastia. Il y a un peu moins de joueurs, potentiels joueurs corses dans la région. Donc, il faut à tout prix qu'on ait une formation qui est assez forte, qu'on ait des joueurs des Balanais, des Corses dans cette équipe et pour qu'on en ait aussi en équipe première. Donc il faut vraiment qu'on arrive à garder cette identité, et ça fait partie, cette équipe réserve fait partie de ça vraiment intégrante. Et l'année prochaine, il faut à tout prix qu'on ait un groupe assez costaud, assez jeune même, pour pouvoir dans les années futures alimenter aussi notre équipe première de jeunes de la région ou de jeunes tout court. Oui, bien sûr. L'année prochaine, on a 2 joueurs de notre équipe qui sont Amine et Mourad Bétard et Amine, j'ai plus son nom de famille, mais qui viennent intégrer, donc qui sont des jeunes qui étaient dans notre groupe R2 cette année, qui viennent intégrer la N2 l'année prochaine. Et il faut qu'on arrive à monter quelques 18 ans. Nos 18 ans ont fait une saison assez sympa cette année. Nos 16 ans sont là, voilà, on commence à avoir un nombre des 14 ans, les 13 ans. Il y a une bonne dynamique au FC Balagne au niveau jeune aussi. Donc il faut que ça continue et que ça alimente dans les années futures. Mais ça prend du temps. Partie de notre équipe réserve, voire notre équipe réserve complète et ensuite bien sûr avec les joueurs les plus compétitifs alimenter notre N2. Ah, ça serait magnifique. Ça serait magnifique pour l'ensemble du club. On est à fond derrière eux. On est vraiment là et on sera avec cette équipe-là pour cette finale à Bocognane avec l'ensemble de l'effectif senior et pour soutenir la victoire. On a vraiment envie de la gagner. Donc, je pense que Bocognane aussi, mais voilà, le meilleur gagnera. Mais on a vraiment envie d'aller soulever pour la 3e fois de suite cette Coupe de Corse.
Voilà, c'était Nicolas Huisman, entraîneur du FC Balagne, qui ont fini 6e et meilleure attaque de la poule et 2e meilleure attaque de National 2. Bon, mais... Attends, je vais refaire. Voilà, c'était Nicolas Huisman, entraîneur du FC Balagne, avec la Balagne qui a fini meilleure attaque de la poule avec 54 buts et 2e meilleure attaque de National 2. Cette émission de tout ça touche à sa fin. Romain Paturel, merci d'avoir pris part à notre émission. Patrice, merci. Arnaud, merci pour la réalisation. C'était la dernière émission de Tutti Foot pour cette saison 2024-2025. Pas moins de 35 clubs qui sont passés soit en plateau, soit en visio. On remercie bien évidemment tous les clubs qui ont joué le jeu, que ce soit pour les invitations plateau, les interviews en visio, les liens pour les matchs, les images de matchs qui ont été envoyées et tout le monde qui s'efforce pour que cette émission soit la plus propre possible. On fera de même l'an prochain. On se retrouve très rapidement sur Ragoursika TV pour Tutti Foot. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous êtes nombreux à l'avoir suivi. Et on se dit à après, je trouve sur Ragoursika TV.